Yo les pros, c'est Goji et bienvenue dans cette review du chapitre 1066 de One Piece. Un chapitre dans la continuité des précédents, toujours dans une optique de grande révélation, et aujourd'hui c'est carrément le passé de Vegapunk et de Dragon qui nous est révélé, un passé qui prend place il y a 22 ans dans les ruines d'Ohara. Grande nouvelle pour ceux qui me suivent pas sur les réseaux, mais j'ai le plaisir de vous annoncer que je planche depuis plusieurs mois sur le premier iceberg One Piece d'internet, ou en tout cas le premier sur YouTube, que je suis en train de réaliser en ce moment même. Le travail est fou, mais le rendu final le sera encore plus, alors soyez patients car normalement, avant la fin de l'année, je vous proposerai la plus longue vidéo sur One Piece que vous n'aurez jamais vue de votre vie. Vous connaissez le dicton, un petit like pour soutenir la vidéo, c'est toujours autant important, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des futures apparitions telles que cet immense iceberg. Installez-vous bien et commençons cette review. Ce chapitre nous révèle le passé de Vegapunk, un passé étroitement lié à plusieurs personnages tels que Dragon, mais aussi et surtout au professeur Clover et Aguar di Soro. En effet, Vegapunk s'est rendu aux ruines encore brûlantes d'Ohara après le Buster Call de la marine. Il y trouva Dragon, également venu se recueillir, et découvriront ensemble un groupe de géants venus sauver, récupérer, conserver les livres de la bibliothèque jetés dans le lac. Ce groupe de géants est en réalité dirigé par un autre géant répondant au nom de Aguar di Soro, le rescapé d'Ohara ayant survécu au Buster Call. Ensemble, ils transportèrent tous les livres restants d'Ohara sur Elbaf. C'est là-bas qu'une partie de la plus grande bibliothèque du monde survit précieusement et jalousement gardée par le sauveur de Robin. Retournant le présent, Luffy rencontre finalement le vrai Vegapunk en chair et en os et ensemble partent dans le ciel Deckhead grâce à la technologie du plus grand scientifique de ce monde. Le plus grand scientifique qui a enfin été révélé après toutes ces années d'attente et de théorie. Cela fait précisément 16 ans que Vegapunk a été mentionné pour la première fois dans l'histoire. L'ironie veut que ce soit le 6 novembre 2006 qu'Oda ait décidé de révéler pour la première fois le nom de l'un des plus importants personnages de son histoire et qui le dévoile entièrement, physiquement, presque 16 ans après jour pour jour. Nous y voilà, un personnage des plus loufoques, totalement dans la lignée directrice de ce que Oda a l'habitude de nous proposer. Pour moi, c'est loin d'être une déception. Certes, il dégage pas le flow de l'année, mais Osef, il a son clone chacun pour ça. Dans son style, dans son jus, Vegapunk est totalement fidèle à lui-même, fidèle à One Piece. Mais on en parlera davantage plus loin dans la vidéo, il aura une partie dédiée bien à lui, car outre la révélation de son physique et de son immense cerveau, c'est l'histoire qui nous intéresse, et cette histoire, elle est très importante. On ne va pas passer beaucoup de temps dessus, mais il est très important et intéressant de noter que derrière le savoir scientifique de cet homme de renommée mondiale se cachait aussi à l'époque l'âme d'un aventurier. Guidé par son amour non pas de l'arboristerie comme le fut Norland, mais de la littérature et du savoir du monde. Clover a traversé le monde pour regrouper le maximum de livres, pas de simples livres, ce qui pourrait donner davantage d'informations sur le siècle oublié pour lequel il se passionne. Cette passion lui a valu pas moins de 10 emprisonnements par la marine qui voyait déjà en lui un danger. Pour cause et grâce à ses livres, il parvient à non seulement décrypter la langue des poneglyphes, mais également à trouver ce qui semble être l'un des plus grands tabous du gouvernement mondial, le nom de l'ancien royaume qu'ils ont éradiqué. Rappelons que Clover disait que le nom de ce royaume cachait la clé de tout. Tout pour expliquer et appuyer la théorie qu'il venait d'émettre. La théorie que le gouvernement mondial a tout mis en œuvre pour détruire cet ancien royaume. Découvrir ce nom, c'est découvrir une énorme partie du One Piece, voire le One Piece lui-même. Ce qui est très intéressant dans cette partie, c'est qu'on nous a toujours dit que les poneglyphes étaient justement la plus grande peur du gouvernement, de par les infos qu'ils pouvaient transmettre, les infos du siècle oublié. On apprend aujourd'hui que certains livres ayant survécu à cette époque ont pu guider des gens comme Clover à en apprendre davantage sur l'origine du gouvernement mondial, des origines dont ils ne sont évidemment pas très fiers. Pour autant, on se doute bien que ces bouquins ne devraient pas traîner dans les tiroirs de n'importe qui. Si Clover a vraiment exploré le monde, il a dû se rendre sur des îles très spéciales à l'abri du gouvernement et de la marine. Ma première pensée s'est alors dirigée vers Lodestar, la dernière île connue de Grand Line. Roger mentionne avoir été le seul à atteindre cette île. Depuis quand, on ne sait pas vraiment, mais Lodestar est très clairement une île d'une grande importance car outre son statut de dernière île de Grand Line, c'est en se rendant là-bas que Roger s'est rendu compte que, eh bien, ce n'était pas vraiment la dernière île, qu'il en restait une autre. Il a donc dû avoir une information, découvrir quelque chose, peut-être même lire quelque chose sur place, qui l'a mené à penser que Lodestar n'est pas vraiment la fin de son voyage. Preuve supplémentaire, ce n'est qu'après l'avoir découvert que Roger a compris que ce sont les poneglyphes rouges qui doivent indiquer la position de l'île qu'il cherche tant, Laftel. C'est aussi après l'avoir découvert qu'il raconte l'histoire d'un immense trésor qui repose sur cette île finale que le gouvernement
veut cacher. C'est là où je veux en venir, c'est que si Roger, sans même être capable de lire les poneglyphes, a réussi à avoir autant d'informations seulement après être allé sur Lodestar, il n'est pas impossible que, contrairement à ce qu'il pense, il ne soit pas le seul à avoir découvert cette île par le passé. Clover y aurait déjà mis les pieds pendant sa quête de réunir tous les livres du monde, il aurait trouvé Lodestar, trouvé les livres antiques cachés et aurait appris par la même occasion l'existence d'un ancien royaume, ainsi que son nom maudit. En tout cas, nous en avons la certitude, les poneglyphes ne sont pas le seul moyen d'en apprendre plus sur l'ancien royaume. Les poneglyphes permettent d'en savoir plus sur le siècle oublié, certes, mais il ne s'agit là que d'une période de 100 ans. Les anciens livres datant de plusieurs milliers d'années devaient déjà recenser une partie de l'histoire que Clover est parvenu à trouver. Ok, cette partie servait à introduire ces fameux livres qui sont finalement tant au centre du chapitre et surtout au centre du futur de One Piece. Maintenant, parlons de la grande révélation de ce chapitre, celle de la survie d'Aguar Di Zoro. Nouveau retournement de situation dans l'histoire de One Piece, le sauveur de Nico Robin, le seul dit de la race des géants, celui qui aurait dû périr sur Ohara du Buster Call de la marine, est en fait bel et bien en vie. Outre les questions que l'on peut se poser sur la difficulté habituelle qu'a Oda de tuer ses personnages, il faut bien avouer que la survie de Zoro apporte une nouvelle ère incroyable à One Piece. Il est celui ayant préservé tous les ouvrages d'Ohara. Il est celui, avec les savants ayant sacrifié leur vie, ayant permis à l'histoire du monde de ne pas périr dans les flammes. Son action a et aura encore des conséquences inégalables dans le futur. De ces actes, le passé du monde restera ancré dans les mémoires. Et puis, Zoro avait-il réellement une raison de mourir? On sait très bien que les attaques gelées d'Aokiji ne sont pas les plus mortelles, en particulier ceux victimes du Ice Time. De plus, nous avons affaire à un géant, une résistance et une endurance bien supérieures à n'importe quel étudiant humain d'Ohara. Alors bien que je sois pour que les morts restent morts dans One Piece, Zoro ne l'a peut-être jamais été, et ce depuis le début, ce qui change absolument tout. Évidemment, il y a plusieurs choses à dire concernant cet événement, et je pense qu'on va commencer tout de suite par une grande révélation. Zoro serait l'homme à la cicatrice en forme de feu que recherche Kid. L'homme qui aurait des informations sur le One Piece. Ça paraît plus que logique désormais en ayant survécu au désastre d'Ohara. Zoro, particulièrement blessé, comme le laissent présager les bandages sur tout le corps, serait devenu avec le temps une légende, un homme qui détiendrait des informations secrètes sur le One Piece. Chose vraie à en croire Vegapunk et l'importance du contenu des livres d'Ohara. Kid, peut-être sans s'en rendre compte, serait à la recherche d'un des derniers survivants d'Ohara. Ça tombe bien pour moi car même si à aucun moment je n'ai pensé que Zoro pourrait être en vie, je vais vraiment pas le cacher, cela fait de longs mois que je défends la théorie qu'un rescapé d'Ohara existe quelque part dans le monde. Dans le QOP numéro 9 de ma chaîne datant de janvier 2021, je vous expliquais déjà qu'un survivant d'Ohara ou un chercheur n'étant pas sur l'île lors du Buster Call aurait échappé au gouvernement. Dans ma review du chapitre 1056, quand l'homme à la cicatrice de feu a été introduit par Kid, j'avais émis plusieurs hypothèses, mais la principale étant que ce soit encore une fois un rescapé d'Ohara. Pour finir, l'une de mes hypothèses préférées, un petit plaisir personnel, Kid rechercherait un rescapé d'Ohara. Lors du dernier échange qu'Aokiji et Nico Robin ont eu sur Water 7, il lui a très clairement sous-entendu qu'Ohara n'avait pas entièrement chuté et que par conséquent, il resterait un rescapé du Buster Call. Les traductions divergeaient beaucoup. En français, Aokiji disait à Robin que tant qu'elle vivra, Ohara continuera d'exister, alors qu'en anglais, il disait à Robin de continuer de vivre et que de toute façon, Ohara, elle, n'était pas encore tombée. Cependant, la réaction de Robin me tracassait. Pourquoi s'est-elle mise à courir pour intercepter Aokiji après ces paroles? Qu'est-ce qu'il a dit pour la mettre dans cet état? J'avais donc demandé à Julien Fontanier s'il pouvait me traduire le texte d'origine en japonais pour voir quelle version est la meilleure. Du coup, voici la version directe du japonais. Si c'est comme ça, alors vite à vif fermement. Ohara n'est pas encore mort, perdu, détruit. Alors de mon interprétation personnelle, je fais partie de ceux qui pensent qu'il existe quelque part dans le monde de One Piece un survivant d'Ohara avec Robin et que Aokiji le sait. Quelqu'un qui connaît des choses sur le One Piece en ayant décrypté des poneglyphes et qui aurait une cicatrice, une marque de brûlure suite au Buster Call auquel il aurait miraculeusement survécu. Comme vous l'aurez compris, l'un de mes principaux arguments sur lequel je me basais furent les paroles d'Aokiji à Robin lors de leur séparation. Des paroles cachant finalement bel et bien un sens caché. Aokiji aurait eu connaissance de la survie de Zoro et de son isolement au sein d'Elbaf, l'île des géants. Quoi qu'il en soit, cela signifie qu'une rumeur sur Zoro existe alors. Une rumeur qui pourrait soit mener le gouvernement mondial à enquêter sur lui, soit Kid à se rendre sur Elbaf.
Pour la première hypothèse, que le gouvernement mondial enquête sur lui et les œuvres d'Ohara conservées par les géants, cela pourrait donner lieu à un événement aussi important que l'incident de Lulusia dans le chapitre 1060. Im a pris la décision radicale d'effacer l'île de la carte, seulement car Sabo l'aurait aperçu. Ça reste à valider, mais c'est en tout cas l'interprétation la plus plausible pour le moment. Du coup, on pourrait avoir un Lulusia 2.0 mais avec Elbaf, si la présence des livres d'Ohara vient à être révélée. Vu qu'il cache une grande partie de l'histoire que le gouvernement souhaite dissimuler, ça fait plutôt sens. C'est là que pourrait intervenir le pouvoir caché des géants, cette puissance que voulait et recherchait à tout prix Big Mom. Son objectif était simple, elle voulait marier Lola, sa fille, à Loki, le prince des géants, et obtenir du coup un pouvoir qui lui aurait permis à la fois d'être reine des pirates, mais aussi de vaincre tous ses adversaires, Kaido, Shanks, Barbe Blanche compris. On imagine donc à peu près la puissance conférée par cette alliance. Pour moi, ce pouvoir a toujours été lié non pas à l'armée des géants elle-même, car bien que leur force dépasse largement la moyenne, ils ne sont pas invulnérables pour autant. Non, ce pouvoir que recherchait Big Mom en accueillant Loki dans sa famille serait lié au trésor national du pays d'Elbaf. Un fruit du démon légendaire absolument surpuissant, une arme antique. Quoi qu'il en soit, Im, en tentant d'éradiquer Elbaf pour toutes ses connaissances, tout comme elle a fait pour Lulusia, se verrait contrée par les pouvoirs de Loki protégeant sa nation avec une puissance que Big Mom elle-même rêvait d'obtenir. Une puissance qui aurait pu éradiquer les Yonko. Vous l'aurez compris, la première hypothèse met en avant le danger dans lequel se trouve Elbaf en possédant de tels artefacts. La deuxième théorie voudrait que Kid aille donc prochainement en direction d'Elbaf. Ça paraît logique, si l'homme à la cicatrice de feu est véritablement Zoro, alors le chemin de la nation des géants se verra être emprunté par Kid vu que cela semble être l'un de ses principaux objectifs. Malgré tout, Kid ne pourra pas débarquer et réclamer toutes ces infos comme il le souhaite. Si Zoro protège bien les écrits d'Elbaf, il doit aussi protéger Elbaf elle-même. Voilà mes pensées sur cette révélation de Zoro vivant. Évidemment, ça a suscité plein d'autres questions. Pourquoi Zoro a-t-il demandé aux géants d'Elbaf alors qu'il les considère comme barbares? Cet incident et cette détresse lui a peut-être permis de renouer des liens avec sa nation d'origine, ce qui rend le message finalement encore plus fort. D'ailleurs, on peut noter que les géants en train de récupérer les livres de la bibliothèque d'Ohara sont plutôt connus car on semble distinguer Ayurudin, Gerd et l'autre dont je n'ai pas le nom malheureusement, qui font quand même partie actuellement de la flotte de Luffy, des Mugiwara. On se doute bien et connaissant Oda que ces géants vont avoir un certain rôle important dans le futur. Également, une rencontre entre Zoro et Robin est donc prévue, elle risque de pouvoir profiter davantage des livres d'Ohara, mais avec une toute nouvelle vision du monde. Est-ce une nouvelle étape pour le One Piece? Outre les poneglyphes, Robin aura-t-elle besoin de certains contenus de certains livres de la bibliothèque d'Ohara pour continuer sa route? Une chose est sûre, nous avons davantage de raisons de nous rendre sur Elbaf, mais ce que je trouve le plus incroyable, c'est ça. Usopp est passionné par cette île et Elbaf représente un de ses rêves ultimes depuis sa rencontre avec Dory et Brogy. En gardant cette information en tête, est-ce un hasard que Elbaf, à l'envers, se lise fable, comme les fables qu'Usopp a toujours aimé raconter? Est-ce un hasard que cette île comporte aujourd'hui toutes les histoires du monde de One Piece? Au final, je me dis que Oda a toujours prévu de faire d'Elbaf la nouvelle bibliothèque des œuvres de son monde et qu'il a déjà tenté de nous le faire comprendre à plusieurs reprises, que ce soit à travers la présence de Zoro sur Ohara ou à travers le nom de cette île qui contient un étrange double sens. Les bouquins sont effectivement mis à l'honneur dans ce chapitre et cette review, pour cause ils ont permis à Vegapunk de devenir officiellement l'homme le plus proche du secret de l'ancien royaume que les Mugiwara n'ont jamais rencontré. En relisant quelques passages du flashback d'Ohara, je me suis rendu compte à quel point l'accent sur l'importance de ces livres avait été fait. Lors de l'incendie, tous criaient « Sauvez les livres » pour transmettre l'histoire. Ils datent de plusieurs milliers d'années. Mieux vaut les boire dans l'eau que dévorés par les flammes. Ces écrits doivent parvenir aux générations futures. On a carrément l'occasion de voir la même scène dans le chapitre 397 et dans le chapitre 1066 mais d'un point de vue différent. Donc évidemment avec les révélations de ce chapitre on peut totalement comprendre qu'Oda a tout mis en œuvre pour que l'importance de ces livres soit conservée au maximum pour une réutilisation future. Ce futur il est aujourd'hui, mais il est évidemment plus simple de s'en rendre compte maintenant. On peut y voir également un certain parallèle avec les Kozuki et les poneglyphes. Il semble avoir dans la hâte du tailler et éparpiller l'histoire du siècle oublié à travers des stèles indestructibles. C'est pendant le Buster Call d'Ohara que les archéologues se sont sacrifiés pour sauver l'histoire en jetant ces livres dans l'eau. Je ne peux alors pas m'empêcher de me demander combien se sont sacrifiés pour permettre la création des poneglyphes. Combien ont-ils perdu la vie pour que l'histoire de leur monde puisse atteindre les voies du futur? Et finalement, peut-être que les deux sujets vont se relier, que le roi de poneglyphe final, le plus important, celui que Luffy recherche, se trouve véritablement sur Elbaf, au milieu de tous les livres de la bibliothèque d'Ohara.
Je voudrais maintenant parler de Vegapunk, mais plus particulièrement des connaissances qu'il a acquis en étudiant tous les écrits d'Ohara. Déjà, on peut comprendre que ses découvertes durant sa lecture l'ont influencé, tellement influencé que Egghead, n'étant qu'un simple laboratoire par le passé, est devenu en moins de 20 ans l'île du futur, à l'image de l'ancien royaume qu'il venait de découvrir dans les écrits. Si on part du principe que sa lecture complète de la bibliothèque d'Ohara l'a tant influencé, alors peut-être que l'ancienne époque se dévoile timidement à travers toutes ses autres inventions récentes. Peut-être que les bots qu'il utilise tant sur Egghead étaient utilisés aussi il y a 900 ans, que les clones pacifistas l'étaient aussi, rappelons les Spacey par exemple, sans oublier les travaux sur le granit marin et les fruits du démon dont il est tant spécialisé. Tout ce qui a fait la réputation de Vegapunk au sein de la marine, il a peut-être tiré de son inspiration de l'ancien royaume, de leur technologie et de leur avancée scientifique. Pourtant, même si Vegapunk avait utilisé la science des ennemis du gouvernement pour leur en faire profiter, il n'en représente pas moins un danger, un énorme danger puisque l'homme le plus intelligent du monde connaît en réalité l'histoire du monde et a même continué ses recherches. Il connaîtrait la chose le plus tabou que le gouvernement souhaite cacher, le fameux nom de cet ancien royaume. On a pu voir plus tôt dans la review à quel point ce nom représente la clé de tout et que sa simple connaissance peut déclencher un anéantissement total. On a également pu voir dans les derniers chapitres que Vegapunk se sait mourant. Il sait qu'il va mourir et ça ne semble pas être de maladie. Tout simplement car le gouvernement serait au courant des connaissances de Vegapunk sur ce sujet, ils savent qu'il sait. Tout simplement. Va-t-il nous le révéler ? J'en doute et je n'espère pas, mais une chose est certaine, c'est que cette connaissance représente une véritable épée de Damoclès sur sa tête. Un autre sujet que je voulais aborder dans cette partie, les liens de Vegapunk, Clover et Dragon. Tous les trois se connaissaient, et ce sans forcément le savoir. Que le plus grand archéologue du monde connaisse le plus grand scientifique, ce n'est pas véritablement étonnant, mais comment connaissent-ils tous les deux Dragon ? Dragon et Vegapunk ont l'air de se connaître depuis l'ère des Mads. Vous l'avez sans doute pas oublié, mais Vegapunk, avant de bosser pour la marine, faisait des recherches scientifiques dans un groupe illégal, aux côtés de Judge Vinsmoke, Caesar Clown et Queen. Il semble que ce soit à cette époque que Dragon ait rencontré le scientifique, puisque d'après ses paroles, Vegapunk aurait refusé de rejoindre les combattants de la liberté, mais a rejoint par la suite la marine et le gouvernement. D'ailleurs, la théorie Vegapunk révolutionnaire tient toujours à mon sens, car même s'il n'a pas rejoint leur cause il y a 22 ans, dans les ruines d'Ohara, Vegapunk aurait très bien pu changer d'avis après avoir découvert l'histoire complète de l'ancien royaume, et comment et pourquoi le gouvernement mondial doit être arrêté. Il aurait donc véritablement fait double jeu en profitant de la richesse colossale apportée par le gouvernement pour ses recherches, tout en travaillant dans l'ombre pour Dragon et les révolutionnaires à côté. Maintenant, concernant la relation Dragon-Clover, c'est compliqué vu le peu d'informations que nous avons sur le passé de l'un et de l'autre. Vu que Clover a été arrêté plus d'une dizaine de fois par la marine et que Dragon représente depuis un moment un danger absolu pour l'ordre mondial, on peut imaginer un scénario où tous les deux furent arrêtés et se sont retrouvés ensemble dans une prison de la marine. Difficile d'avoir un meilleur scénario en regroupant toutes les pièces du puzzle, mais dans tous les cas, une chose est sûre, leur amour pour le peuple et leur quête de la liberté les ont forcément reliés à un moment ou l'autre. Au point que Clover ait dû confier toutes ses découvertes à Dragon, le père de Luffy connaîtrait ainsi l'histoire du siècle oublié à son tour. Justement, je pense qu'il est temps de parler des révolutionnaires car en effet, dans ce chapitre, je pense que l'on vient d'avoir, et ça sans s'en rendre compte, une révélation en suspens depuis plusieurs dizaines d'années. L'origine de la réponse des révolutionnaires. Le monde entier attend notre réponse. C'est l'une des premières phrases prononcées par Dragon dans l'histoire de One Piece. Une phrase mystérieuse qui n'a jamais eu de véritable sens avant ce jour. La réponse de Dragon serait contre le gouvernement mondial, contre la destruction de la liberté et de l'histoire d'Ohara. Ce qui m'a convaincu, c'est que nous avons dans ce chapitre l'origine de la création des révolutionnaires. Dragon, qui semblait contre la guerre d'après les mots de Vegapunk, se retrouve à vouloir former une armée pour combattre son ennemi. Cette armée transformera les combattants de la liberté en armée révolutionnaire, tout ça dans le seul et unique but de changer le monde, de ne pas laisser la volonté d'Ohara mourir avec Clover dans les flammes de ce Buster Call. Donc oui, j'en suis presque sûr, la réponse des révolutionnaires serait la vengeance du désastre d'Ohara. Maintenant et à nouveau, un personnage se retrouve systématiquement dans l'équation Ohara géant et révolutionnaire. Ce n'est nul autre que Aokiji. Si vous avez vu ma review du chapitre 1064, vous devez être conscient que je suis partisan de la théorie d'Aokiji qui est un révolutionnaire. Et je dois dire que ce chapitre m'a davantage conforté dans cette idée. Plutôt, je vous disais avoir été persuadé de la survie d'Ohara grâce à Aokiji et ses mots à Robin. Si ces sous-entendus se sont finalement avérés vrais aujourd'hui, alors Aokiji aurait été en contact avec Zoro. Il aurait rencontré, peut-être sur Elbaf, et aurait découvert sa survie et la survie des écrits d'Ohara. En partant de ce principe, il aurait peut-être tenté de se rapprocher de lui
lui et de la cause révolutionnaire lorsqu'il quitta la marine pour, tout comme Dragon, vouloir venger les archéologues ayant péri pour rien. Il s'agirait pour lui d'une rédemption, après avoir assisté, plus ou moins impuissant, à un véritable génocide. Bon, je pense avoir assez bien résumé, voire analysé, le passé de ce chapitre. Maintenant passons au présent, car oui, il reste encore plusieurs points à étudier. Tout d'abord, je voulais notifier la présence de 7 portes au total dans la salle des Séraphins. Ce chiffre me laisse alors penser que les Séraphins des Shichibukai s'élèvent bien au nombre de 7 et que, par conséquent, il ne s'agira que des premiers corsaires introduits dans le manga. Je vous ai davantage expliqué pourquoi ça serait le cas dans la dernière review, mais ça semble se préciser encore aujourd'hui. Je pense de toute façon qu'on aura la réponse très bientôt. Assez important pour être noté, Vegapunk confirme avoir trouvé une machine datant du siècle oublié, qui plus est, sur un certain site d'exploitation. Encore une fois, j'aime me dire que ce site puisse être Lodestar, puisque c'est vraiment l'île la plus proche de Laftel en termes de mystère à mon sens. Cette information a toutefois bien confirmé que la machine visible dans le dernier chapitre date véritablement du siècle oublié, ce qui est donc toujours aussi fou. Autre information assez importante, mais la révélation et l'explication du siècle oublié, de la fondation du gouvernement et de la destruction de l'ancien royaume, nous, on la connaissait depuis plusieurs années, mais pas les Mugiwara. Oui, les Mugiwara n'étaient absolument pas au courant de ça, ce qui fait d'eux les rares personnes dans ce monde à en savoir autant sur le siècle oublié, même si chacun n'en a présenté qu'une théorie. Si le gouvernement sait d'une façon ou d'une autre que les Mugiwara sont au courant, il risque un danger supplémentaire qui n'est pas à négliger. Le même danger que semble courir Vegapunk actuellement. Mais avant de mourir, Vegapunk devra nous révéler une chose, Oda nous l'a promis, c'est lui qui devrait nous raconter l'histoire des fruits du démon, ou au moins nous expliquer comment ils fonctionnent. Comme je le disais, c'est une promesse du SBS 48 dans lequel il disait que pour davantage de détails sur les fruits du démon, il fallait attendre l'apparition d'un certain professeur dans l'histoire. Après plus de 600 chapitres à attendre, le voici. Donc préparez-vous, les prochains chapitres serviront sans l'ombre de doute à mettre en avant les fruits du démon et leurs mystères qui persistent depuis le tout premier chapitre de One Piece. Et évidemment, ce n'est pas la seule révélation qu'il peut nous faire, ça n'a sûrement pas échappé à votre regard, mais Vegapunk est très largement inspiré d'un certain Albert Einstein, l'un des plus grands et célèbres physiciens de notre monde. Ses travaux sont connus de tous, au moins le nom, comme ceux sur la relativité générale dont Oda a fait pas moins de 2 références en une seule double page. La première, lorsque Vegapunk se pense coincé entre l'espace-temps qui se serait replié, une notion totalement reliée à la théorie de la relativité générale et l'influence qu'aurait une masse sur l'espace-temps. On va pas rentrer dans les détails. La deuxième, cette même théorie sur la relativité, tire son origine de celle d'Isaac Newton, après que ce dernier ait reçu une pomme sur la tête tombée d'un arbre, lui révélant ainsi les secrets des lois de la gravitation universelle. Comme vous pouvez le constater, Vegapunk voit le haut de son crâne coupé et remplacé par une pomme, comme si Oda avait fait un clin d'œil à ces 2 grands tomes de science en un seul. Une parfaite transition pour parler de l'imposant cerveau du scientifique de génie. Durant le flashback d'Ohara, il y a 22 ans, le cerveau de Vegapunk était absolument aberrant, je n'ai pas d'autre mot. Même Dragon en personne s'en voit étonné. De nos jours, il semble avoir une taille beaucoup plus acceptable, comme s'il avait été découpé. Et si finalement, il avait divisé son cerveau en 7. Chaque partie irait dans un de ses satellites, les autres Vegapunk que nous avons rencontrés dernièrement, expliquant ainsi leur intelligence, leur lien et la perte de masse au niveau du crâne du Vegapunk original. C'était sans doute la seule solution pour lui de survivre, puisqu'à en croire les mots de Dragon, plus Vegapunk apprend des choses, plus son cerveau semble grossir. On se doute bien qu'après avoir accumulé toutes les informations de tous les livres de la bibliothèque d'Ohara, la masse cérébrale du scientifique a dû prendre des proportions absolument folles. Parmi tous les Vegapunk, il semble que ce soit Shaka, la sagesse, qui ait stocké toutes ces informations. Peut-être qu'il est du coup le seul des Vegapunk à tout savoir, ce qui explique pourquoi le gouvernement veut que le CP0 les détruise tous, de peur que l'un d'eux ait stocké les fameuses informations sensibles de l'ancien royaume et des écrits d'Ohara. Pour revenir rapidement sur la morphologie de Vegapunk, je ne peux m'empêcher de penser à 2 personnages, le professeur Tsukimi, le originaire de l'île Karakuri, la même que Vegapunk, ainsi que du pirate de l'espace qu'Ener a affronté. Je ne pense pas que ce soit un hasard que Vegapunk ait, comme ces 2 personnages, un crâne aussi développé. Est-ce qu'on peut retrouver une certaine partie de leur ADN dans celui du scientifique, ou est-ce une façon pour Oda de nous faire comprendre que tous les personnages liés à la Lune et à l'espace ont ce genre de morphologie? Je penche pour la deuxième option, bien qu'effectivement je vais peut-être trop loin et qu'il s'agit simplement d'un design qui colle bien à cet univers. Pour finir, comment ne pas parler de cette dernière case montrant Vegapunk, Luffy et Chopper s'envolant en direction du ciel, à la fois apeurés et amusés. J'imagine qu'ils vont rejoindre le groupe de Sanji, ou du moins s'en rapprocher. Et ce qui m'a fait surtout rire, c'est que sur cette case, nous avons Chopper, possesseur du Ito Itonomi, Luffy, possesseur du Ito Itonomi modèle Nika, et Vegapunk.
Est-il fou, improbable de penser que cette case finale nous montre en réalité 3 utilisateurs du Itto Ittonomi et que Vegapunk en soit l'un d'eux? Sans me baser sur de grands éléments, Vegapunk reste l'homme le plus proche et lié au fruit du démon. Il est également le plus intelligent du monde, ce qui n'est pas une compétence basique dans One Piece, donc elle pourrait provenir d'un fruit du démon. Sans oublier de mentionner qu'il a survécu à l'explosion de Punk Hazard déclenchée par César Claude, sans qu'on ne sache comment, et la réponse se trouverait peut-être dans son fruit du démon qui l'a protégé ou permis de s'échapper. Serait-ce donc un petit foreshadow, une façon pour Oda de nous dire que sur cette case se trouvent potentiellement 3 utilisateurs de fruits du démon, et plus particulièrement du Itto Ittonomi? Les Zoan, surtout les Itto Ittonomi, pouvant être extrêmement variés et se dissimuler à la perfection chez un personnage, je ne trouve pas ça si fou d'imaginer Vegapunk en posséder un, très discret, qui ne soit pas lié à la puissance mais plus à la science et l'intelligence. Écoutez, c'est la fin de cette grosse review les bros, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était un plaisir de fou évidemment de vivre ce moment avec vous. L'apparition de Vegapunk c'est quand même pas rien. À partir d'aujourd'hui, on ne vivra plus sans connaître le visage et une partie de l'histoire de Vegapunk. Donc kiffez bien les potos et vraiment, vous arrêtez pas autour de son physique parce que j'imagine à quel point certains ont dû être déçus. Mais si vous voulez un Vegapunk stylé et badass, on a chacun, c'est déjà suffisant. Oubliez pas le like et l'abonnement, ça m'aide toujours de fou. Prenez bien soin de vous surtout et eh bien écoutez, à la semaine prochaine les bros. Peace.